L'action laisse une marque indélébile sur la victime ou la cible, masculine ou féminine. Une personne victime de viol se sent salie, trahie, humiliée, traumatisée et même jugée par une société où l'humanisme n'est plus la chose la mieux partagée. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, c'est le viol qui nous intéresse. Alors, victime de viol, quelle est la première procédure ou la procédure immédiate à adopter si la victime de viol est un mineur de sexe masculin, de même sexe du moins que le violeur? Quelle est la procédure à adopter? Alors, pour nous éclairer ce jour, je reçois sur ce plateau Maître Armand Guiméa Tanonsop. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane, bonjour. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Les causes d'un viol, je pense c'est lié à un problème déjà dépressif. C'est-à-dire que la personne n'est pas bien du tout. Et très souvent, les causes du viol sont liées aux conditions de la société aussi. Je fais ici allusion aux dépravations des mœurs et avec tout ce qui en suit. Alors, c'est clair que les conséquences d'un viol, ça produit sur le plan de... Ça a un impact énorme sur la mentalité, sur le moral des victimes en réalité. Et ça peut même jusqu'à arriver à changer le cours de leur vie, à la limite, si rien n'est fait en réalité. Donc, des jeunes filles qui en subissent, tout le monde finit par être assez fragile, assez, comment je peux dire, prudente, même à la limite méfiante vis-à-vis, n'est-ce pas, des conjoints. Et ça, c'est pas très bon du tout. Qu'est-il de ceux-là donc qui violent les petites filles de 5 à 10 ans? Ça aussi... Et je pense que c'est lié à cela aussi. C'est un crime. Parfois sont animés par d'autres ambitions qui n'ont plus rien à voir avec le code de conduite normal des choses. Et ces gens, c'est vraiment des criminels ambulants qu'il faut arrêter et puis condamner complètement. Bon, moi, je me dis que plusieurs font plusieurs problèmes par des sectes. Parce que ce n'est pas facile qu'un jeune homme ou un papa qui peut aller violer une jeune fille peut-être de 12 ans ou bien de 15 ans. Bon, et de deux, les problèmes d'éducation envers nos enfants. Les viols peuvent être les dépravations des mœurs, le mauvais habillement des femmes, des jeunes des femmes, la promiscuité entre les personnes, les conséquences, bon, c'est des maladies des maladies graves, sexuellement transmissibles, les enfants non désirés, les grossesses non désirées et des problèmes psychiques, des problèmes psychopathologiques. Et puis, c'est ça, et notre société en souffre. Oui, ça doit être ceux qui sortent des courants sociologiques pervers. Vous voyez un peu, il y a des gens qui sont dans des sectes, il y a des personnes qui... oui, moi je pense, un homme normalement constitué ne peut pas violer un enfant. Ça doit être des recommandations de ces sociétés perverses, des cercles vicieux. Voilà, maître, nous avons bien écouté l'avis de ces Camerounais. Déjà, je voudrais avoir un commentaire général de votre part et peut-être une leçon à tirer. Oui, merci. Je retiens manifestement deux choses. La première, quand j'entends les intervenants, on évoque la dépravation des mœurs, on évoque l'environnement, parce qu'il faut regarder, il y a parfois des facteurs endogènes, des facteurs exogènes. Il y a un papa qui a évoqué la tenue des jeunes tout à l'heure, mais je voudrais dire de manière générale qu'il y a
comme une dépravation de mœurs. Les valeurs ont perdu les valeurs de nos jours. On n'a plus de même considération pour la personne. Je vous ai entendu d'entrée de jeu dire, bon voilà, le viol, ça peut être chez des personnes, enfants mineurs de même sexe. Ça m'a fait sursauter parce que chez nous encore, on marche sur les pieds et non sur la tête parce que l'homme devrait aller avec une femme. Je me rappelle le propos de mon excellent confrère de mes regrettés mémoire Jacques Vergès, que au cours d'une procédure s'étonnait en disant que seuls les animaux marchent sur les pieds, mais les hommes maintenant marchent sur la tête. Comment un homme peut imaginer alors un homme, alors que les chiens vont avec les chiennes, les chats avec la chatte, et ainsi de suite. Autrement dit, le mâle avec la femelle. Bon, aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive dans la société? Un des intervenants a parlé de la pression. Bon, la pression ne devrait pas pousser à ce qu'on puisse déprimer à ce point, au point de perdre des valeurs. Bon, quand vous regardez la société aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements. Ça, c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu. Mais c'est regrettable, de toute façon. Ok. Alors, au cours de l'émission, vous allez nous dire ce que la loi prévoit lorsque les victimes sont notamment de même sexe, parce que ça fait quand même un peu peur. Alors, déjà, viol et agression sexuelle, maître, est-ce que c'est la même chose ou il y a une différence? Oui, sur le plan technique, pour moi, je ne vois pas la frontière, elle est étanche, elle n'est pas très large parce que agression sexuelle, c'est quoi? Le viol, c'est quoi? Il faut d'abord commencer par définir ces notions. Le concept de violence est d'abord au centre de toute la problématique. Qu'il s'agisse de viol, d'abord, quand on parle d'agression, on a dit agression, donc agression sexuelle. Et le viol, parce que recherche l'auteur? C'est peut-être une satisfaction, j'ai envie de dire, matérielle, une satisfaction comme un instinct grégaire. Mais quand vous allez vers une autre personne contre son gré, vous exercez une violence morale. Maintenant, si ça veut la violence physique contre son gré, ça va de soi, c'est également une violence. Donc, le mot-clé, c'est la violence. Elle peut être physique ou morale pour avoir un résultat, c'est-à-dire l'agression sexuelle. Parce que quand vous violez, vous avez forcé pour agresser sexuellement. Donc, et là, les instruments de répression, c'est notamment l'article 296 du Code pénal, bien évidemment, combiné à l'article 114 du Code pénal, qui réprime le viol. C'est ça la notion. Donc, agression physique, agression sexuelle ou viol, pour moi, c'est la même chose. Le résultat est le même. Ok. Alors, vous avez évoqué déjà les articles, justement. Parlez-nous donc des sanctions des auteurs de ces actes-là. Oui. L'article 287 du Code pénal réprime le viol. Bon, le viol est la violence morale exercée sur une personne pour obtenir une satisfaction sexuelle contre son gré. La menace peut être physique comme elle peut être morale. Le Code pénal réprime et donne le quantum de la peine. Mais j'estime que la quantification de la peine dans le Code pénal semble un peu dissuasive parce qu'on parle de 2 à 5 ans, 6 ans, 4 ans. Bon. Le juge, selon les circonstances, peut se montrer plus ou moins compréhensif. Et puis, pour moi, c'est des choses qui ne se comprennent pas. On devrait appliquer le maximum. Et comme je l'ai dit tantôt, quand j'ai écouté ce que l'un des intervenants a évoqué ici, c'est que la notion devient plus grave. J'ai envie de dire gravissime quand il s'agit des jeunes. Parce que le mineur reste un mineur. Et l'infraction a notre caractère, ça devient des crimes. Quand vous avez porté atteinte à la pudeur sur mineur, suivi de viol, parce que le fait même de vous mettre nu devant un mineur, c'est l'atteinte à la pudeur sur mineur. Et l'infraction elle-même, l'infraction est réprimée de manière systématique. Maintenant, si en plus il s'agit d'un mineur, elle est aggravée, l'infraction. On va parler donc, on va ouvrir nécessairement une information crime. L'affaire devrait passer en crime. Pour que, si c'est un majeur, pour qu'on puisse réprimer davantage et faire plus de répression. Bon, très souvent, c'est des mineurs, on fait des faux mineurs pour pouvoir arriver à une sanction. Donc, le dispositif répressif, c'est l'article 296 du Code pénal. Vous venez d'étendre un peu lorsqu'il s'agit d'un mineur et tout, mais je voudrais savoir déjà, avant qu'on ne spécifie l'âge de la victime, lorsqu'il y a viol d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement lorsqu'on constate qu'il y a eu viol? Quelle est la procédure immédiate à adopter? Oui, la plupart des gens connaissent peu ou ne sont pas forcément informés sur les instruments mis en place pour
réagir contre les exactions dans la société. Ça peut être une enquête de flagrance qui est ouverte, vous dénoncez, déjà dans un premier temps. La dénonciation peut venir de vous-même ou d'un tiers que vous avez surpris. Et quand vous dénoncez, les OPJ saisissent du dossier. Vous pouvez écrire directement ou saisir le parquet, ou saisir la police. Ça, c'est sous forme de dénonciation ou sous forme de plainte. Bon, si c'est le mineur, vous comprenez que c'est son parent qui va apporter la preuve. Le mineur n'a pas la capacité pour rester en justice. Donc, son parent va peut-être nécessairement porter plainte en CD et place, mais il faut saisir la justice. Et la saisine de la justice passe par la dénonciation. Si elle est faite au niveau de commissariat, ce qu'on appelle, on va ouvrir une enquête préliminaire. Vous pouvez saisir également le procureur qui va instruire une enquête pour que le dossier lui revienne, afin qu'il puisse apprécier pour décider de l'opportunité des poursuites. Donc, il faut systématiquement dénoncer. Et quand c'est pas dénoncer, le mineur peut dénoncer. Quand il dénonce, les OPJ, quand ils sont ici, ils descendent immédiatement, il se fait qu'on les surprend parfois, et ça, on va faire une enquête de flagrance. Mais si la dénonciation a cours, les OPJ sont sur le dossier et ouvrent l'information dans ce sens-là, ouvrent l'enquête dans ce sens. Donc, on peut faire la dénonciation, on peut faire la plainte, tout comme on peut faire la citation directe, parce que c'est valable pour même les époux dans le couple. J'ai vu des gens qui me posaient la question, parfois à mon cabinet, pour savoir, je suis marié, mon époux m'a violé, mais on m'a dit qu'il en a le droit. Non. On va y revenir, on va y arriver, maître. On est encore sur la procédure normale. Alors, est-ce que très souvent on écoute certaines victimes dire oui, je vais dénoncer, mais on va me dire, est-ce que je n'ai pas provoqué l'autre? Est-ce que je n'ai pas participé en quelque sorte? C'est pour ça que quand on comprend dans le Vox Pop, les gens disent, oui, l'habillement. Est-ce que finalement, la loi aussi n'expose pas un peu la victime qui se sent délaissée à la fin? Qui ne se sent plus vraiment victime, du moins, qui subit une double peine? Oui, bon, j'ai envie de dire qu'il faut recentrer le débat. On a besoin de la refonte systématique des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, vous observez bien, les comportements ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque. Oui. Il y a à remettre en cause l'encadrement des parents. Il y a à remettre en cause la fréquentation des enfants. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je ne vous ai pas des causes endogènes, mais des causes exogènes. Tous ces instruments mis ensemble devront faire l'objet d'une refonte, d'une appréciation globale pour qu'on puisse apprécier, j'ai envie de dire ça, si oui ou non l'un et l'autre a été provoqué. On pourra parler d'exclus de provocation. Bon, ça ne va pas justifier l'acte, si vous savez ce que vous êtes en train de faire. Ça ne va pas justifier l'acte. On va dire que oui, j'ai été provoqué, j'en suis arrivé là. Bon, parce que qui a posé l'acte? C'est la question qu'on peut se poser, parce que c'est un peu dommage de voir que des gens puissent poser des actes et dire qu'ils ont été provoqués. De manière systématique, on devrait réprimer et sanctionner avec la manière la plus ferme. Parce que la provocation, pour moi, n'est pas une excuse. Nous devons donc encadrer, orienter et puis éduquer. D'accord. C'est un peu cela. Alors, maître, pas de flagrant. Disons également que la victime n'est pas allée dans un hôpital pour faire constater un certificat médical. Porter plainte, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va s'en sortir si on n'a pas ces éléments-là? Oui, la plainte... Du fait de sa simple parole, est-ce que ça peut... Oui, vous savez, la plainte est d'abord l'élément de base. Okay. Pour pouvoir instruire, il faut être saisi. Et généralement, quand ça se passe, dès que vous avez été saisi, les premiers éléments qu'on fait, on fait donc un examen médico-légal chez l'enfant. Pour s'assurer que ce n'est pas un enfant qui est encore pubère, qui est jeune, que certaines choses... D'ailleurs, quand ça se passe, le gynécologue peut savoir s'il y a eu il y a un passage ou pas, ou il y a quelque chose qui s'est passé ou pas. Il peut savoir, et donc il en dresse, j'allais dire, il en dresse procès verbal, mais il le couche dans un document certificat médico-légal, et certificat médico-légal autant pour moi, et qui permettra à l'enquêteur d'apprécier, à rassembler les éléments pour les transmettre au juge afin qu'il puisse instruire de poursuivre l'affaire ou non. C'est un peu comme cela. D'accord. Alors, la sanction est-elle fonction de la victime? Ici, je veux dire, la sanction, est-ce qu'elle varie en fonction de l'âge? Vous avez commencé la réponse. Du sexe et même le lien victime-bourreau. Parce qu'on a vu des oncles abuser de leur nièce ou vice-versa. Il faut dire que quand on parle de viol, on ne dit pas, c'est pas uniquement les hommes qui violent les filles ou les petits garçons. On a aussi vu des cas où ce sont des femmes qui ont exercé des viols sur des enfants.
Oui. Bon, j'ai envie de dire que si on commence par faire la sélection de l'infraction, on ne s'en sortirait pas. L'infraction n'est pas sélective. Les éléments constitutifs sont constants. Dès lors que vous êtes rendu coupable, même un père peut violer son enfant, il est en poursuivi, il n'a pas d'excuse. Donc, dans le socle de poursuites mis en marche, en place, dans des cas d'espèce, on ne va pas distinguer si c'était un oncle, un ami, un frère. Est-ce que vous avez violé l'enfant ou bien vous avez vu les instruments mis en place pour protéger l'enfant? C'est le cas de protection du mineur. Oui, que vous soyez l'oncle, le parent, protéger n'importe quoi. Bon, ça l'infraction est constituée et caractérisée. Et aggravée par la qualité de la victime. Le fait que la victime soit mineure, c'est un aspect aggravant. Okay. Généralement, ça devient une affaire criminelle, simple, correctionnelle. Bon, il faut préciser que le correctionnel, ça passera au TPI, tribunal de première instance, en matière correctionnelle. Le criminel passera au TGI, en matière criminelle. Et là, le quantum de la peine est plus élevé, a priori. Donc, on ne va pas forcément mettre dans le même panier les majeurs et les mineurs. Maintenant, pour les cas des majeurs, dès lors que les éléments constitutifs sont caractérisés, l'infraction est constituée. Qu'il s'agisse je veux dire, le caractère aggravant, c'est la minorité. Tout comme moi, je pose un acte de vol en tant qu'avocat, c'est un crime, parce que l'acte sera aggravé à cause de ma qualité. Maintenant, si vous posez un acte sur un mineur, la minorité crée l'aggravation. Chez un majeur, dès lors que les éléments constitutifs sont l'élément matériel, l'élément intentionnel, l'élément moral, l'infraction est caractérisée, que vous soyez majeur ou mineur. Donc, il n'y a pas de distinguo à ce niveau. Mais l'autre aspect, pour chuter, c'est les viols faits sur des personnes de même sexe. Déjà, la loi réprime cette activité, je ne sais pas comment on a dénommé, cette activité qui n'est pas autorisée au Cameroun. Et après, derrière, si c'est entre les personnes de même sexe, s'il y a viol, il y a tout viol. Il y a sûrement une victime qui se plaint, et puis ça va aller. Maintenant, selon qu'il s'agisse d'un mineur ou d'un majeur, on va donc rentrer dans l'instrumenton que j'ai décrit tantôt. De manière systématique, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'ici, on ne va pas parler, par exemple, de pédophilie et même doublé d'homosexualité? En fait, je veux savoir si, quand je parle des liens, je veux savoir si, lorsque c'est le père, c'est plus aggravé que lorsque c'est un inconnu. Et pire encore, lorsque c'est un homme qui va avec un homme ou dans le sens inverse. C'est un peu ce que nous voulons ressortir. Oui, je pense qu'il est bon de procéder par élimination. D'accord. Parce que je ne souhaiterais pas faire l'amalgame entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé, plus entre ce qui est prohibé et ce qui est toléré. L'homosexualité déjà est réprimée au Cameroun. On n'en parlera pas. Donc on ne va pas dire, c'est pas comme si c'est qu'un acte autorisé qui permet de faire s'il y a tolérance ou pas. Donc c'est pas, on peut parler d'infraction sur l'infraction. C'est pas autorisé. Ensuite, maintenant, quel que soit le lien de parenté, c'est comme si vous venez agresser votre fils pour le violer et le fait que vous soyez sa mère vous donne une circonstance. Non. L'infraction, les éléments constitutifs sont-ils caractérisés? Oui. L'infraction est constituée. La loi ne fait pas la distinction entre les liens de parenté ou pas. Bien au contraire, si on fait l'analyse dans son étude de conviction, ce sera un aspect plus aggravant, à mon avis. Parce que, imaginez qu'on vous retrouve au prétoire, j'ai vu des cas comme ça, un père avec sa fille qu'il a violée. Ça fait 2 fois mal. Parce qu'il vous révèle l'obligation, vous êtes le pédagogue. Le père et le repère de votre enfant. Vous devez l'élever et l'encadrer. Au lieu de l'élever et l'encadrer, vous le détruisez. Vous avez vu un intervenant qui vous disait tout à l'heure, ça a des séquelles indélébiles. Ce qu'on appelle des blessures intérieures. Et là, il faut les soigner. Parfois, on est obligé de faire recours à un psy pour resocialiser l'enfant, le recadrer, l'amener à se conformer à certains éléments, bref, procéder à une cure. Et c'est parfois traumatisant d'en arriver là. Donc, si c'est un étranger, parfois on peut dire c'est un psychopathe, il a bu, c'est un ivrogne, ainsi de suite. Mais un parent encore, c'est 2 fois plus méchamment réprimé. Si je te juge, je donnerai le maximum. Très bien. Alors revenons sur le viol. Est-ce que on peut dire qu'il y a viol entre un époux et son épouse? Oui, bien évidemment. Je vous ai fait un clin d'œil au départ dans mon propos en évoquant cet aspect. Bon, dans l'imaginaire populaire,
on a considéré la femme comme un instrument, comme une propriété de l'homme qui n'a pas d'autonomie, ni de personnalité, ni de valeur, au point où vous pouvez foncer sur la femme et faire ce que vous voulez. Non. Dans la définition de l'article 296, on ressort deux éléments. La violence physique, la violence morale. C'est comme si vous autorisiez à un époux le droit de correction légitime ou la bastonnade légitime, parce que c'est votre épouse, vous devez protéger par la bastonnade pour communiquer. Non, on n'en a pas besoin. Vous savez que, bon, moi je fais ma peinture, l'amour c'est un art. L'amour, pas forcément le sexe. Le fait de s'aimer, c'est un art. C'est la communication réciproque. Quand vous avez votre vis-à-vis, votre époux ou votre épouse qui communique de manière fusionnelle avec vous, les choses vont de soi. C'est spontané. Mais vous pouvez rentrer dans une période de crise sans avoir fait la détente, rentrer et penser que vous allez trouver un terrain conquis et foncer sur la femme. Vous la violentez, vous pouvez être poursuivi pour viol. Et d'ailleurs, le dispositif communautaire, je crois, l'article 296, sauf si je me trompe, l'article 296 ou 97 indique que même si d'aventure vous avez violé pour épouser, ça n'arrête pas l'infraction. Vous pouvez violer une fille et vous l'épouser demain. Mais l'infraction reste caractérisée. Donc il est évident que vous pouvez bel et bien être poursuivi pour viol sur votre propre femme. Vous n'avez pas le droit d'exercer des violences pendant des relations sexuelles. C'est prohibé par la loi. Et puis après, vous vous sentez comment quand vous en arrivez là? Que répondre à ceux qui estiment que c'est un devoir conjugal et lorsqu'on dit devoir, elle a l'obligation de le faire? Oui, je comprends qu'on peut parler de devoir conjugal, mais dans le devoir conjugal, c'est comme un contrat. C'est une relation dramatique. Les obligations sont réciproques. Le devoir ne veut pas dire le droit de vie ou de mort. Vous avez le devoir de nourrir. Vous avez l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Mais ça ne veut pas dire que ça doit se faire par la force, la contrainte. C'est une demande qui n'est pas acceptée dans la relation. Vous avez le devoir d'aider votre enfant ou d'aider votre partenaire. Mais votre partenaire ne va pas venir arracher ce devoir d'autorité et de force ou faire la violence pour le prendre. Non. Le devoir ne voudrait pas dire violer, n'est pas le président germain de la violence ou de la répression ou du harcèlement. Ce n'est pas correct de ce point de vue. Alors, viol et mort de la victime. Comment est-ce que, à ce moment, l'infraction est, je veux dire quoi, maître, gérée? Oui. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Oui, là encore, c'est davantage grave parce que le viol est caractérisé, ça veut dire qu'il y a violence, à la différence que, ou mieux, à la suite de cet acte, il y a eu mort. Vous comprenez que vous êtes passible de poursuite en criminel, pour homicide, ou pour meurtre, ou pour autre chose, parce que le viol est entraîné la mort. Naturellement, l'affaire va passer l'information. Et je dis souvent dans ces conditions, pour donner un exemple à la société, le juge devrait donner le maximum de la peine. Parce que violer au point de tuer, d'abord violer n'est pas autorisé, mais tuer non plus n'est pas autorisé. Vous êtes dans la norme marginale, en amont comme en aval. Vous avez décidé de violer la loi. Et c'est pourquoi, en fait, quand on parle de viol, c'est contredire ou se marginaliser ou marcher sur des normes établies. C'est pourquoi on parle de violation de loi. Vous avez violé la loi, une norme établie, donc c'est le viol, en faisant des violences morales sur une personne, et qui aura entraîné la mort. Quand il y a mort d'homme, ça devient encore une affaire très compliquée. Ça voudrait dire que vous devez répondre du viol, l'infraction caractérisée et de la mort. Bon, dans ces circonstances-là, vous comprenez que, comme on dit au quartier, ça a cuit pour vous. Ce n'est pas bon. Alors, Maître Poussorti, une leçon pour la population, je n'ai pas envie de dire, on ne va pas souhaiter le viol aux gens, mais une leçon pour la population qui, comme on l'a constaté dans notre Vox Pop, la société a quelques soucis en ce moment. Donc, comment se préserver et comment réagir quand on est face à cette situation? Et aussi un avertissement pour ceux qui pourraient être tentés de, peut-être de par le muscle ou de par une quelconque force, exprimer cette violence-là sur les victimes. Oui, je veux d'abord commencer par raconter une petite histoire qui m'a été rapportée à mon cabinet avant de venir aux recommandations. Vous savez, on devrait aujourd'hui être davantage aguerri et vigilant.
j'ai reçu à mon cabinet une jeune fille qui est passée me rencontrer pour me faire part des difficultés qu'elle traversait parce qu'elle ne connaissait pas le père de son enfant. Et elle était dos au mur parce que ses parents ne vivent plus. Elle n'a personne pour l'aider. Elle voulait savoir si on pouvait l'aider à rechercher le parent et à l'aider à élever son enfant. Je lui ai demandé la première question, vous avez quel âge? Elle m'a dit 22 ans. Elle dit, votre enfant a quel âge? Je crois qu'elle m'a parlé de 6 ou 8 ans. Elle dit, ça veut dire que vous avez accouché à 16 ans? Elle dit, oui, maître. Elle dit, mais vous avez fait ça comment? Elle dit, en réalité, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle dit, racontez-moi l'histoire. Elle dit, elle se souvient seulement que... Et ça, je profite pour attirer l'attention des parents qui mettent des enfants sur les motos. Je suis sorti de cours, m'a-t-elle dit. J'ai rencontré un monsieur sur la moto, vulgairement, ils appellent le motoman, ou mototaxi. Il m'a porté, il m'a laissé à la maison, j'ai payé 100 francs. Et le lendemain, curieusement, ou par coïncidence, j'ai encore vu le même monsieur, il dit, ah, encore toi? Bon, allons, je te dépose. Il a déposé. Quand la fille a payé, il dit, non, c'est pas la peine. Comme je suis sur ma route, je pourrais t'aider de temps en temps. Mais donne-moi ton numéro, comme ça, voilà mon numéro sur le coup fini avant que tu m'appelles, je peux te prendre. Tout naïvement, elle a donné. Le lendemain, le monsieur l'appelle, me dit, si tu veux rentrer, sache que je suis à côté, je te dépose. Et il a porté la fille sur la moto. Et il s'est arrêté en cours de route pour dire, donne-moi une minute, je veux prendre quelque chose chez mon ami. Et il s'est arrêté à côté de la route. Il rentre dans une case par derrière, d'après ce que la fille m'a dit. Après, il est revenu, il dit, ouais, mon ami, il a dit qu'il n'est pas loin. Descends, on attend un peu, il arrive. La fille est descendue. C'était en bordure de route, il dit, non, installe-toi sur le banc à la véranda. Prends-moi un jus en attendant qu'il vient. La fille a pris le jus, a bu. Mais elle me dit qu'elle s'est réveillée, elle était dans une chambre, nue, couverte de sang. Le garçon l'avait violée. Elle a demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi tu as fait ça? Le garçon lui a dit, non, je n'ai pas pu te résister, et puis je te calculais, voilà. Elle a pleuré, elle est arrivée à la maison, elle en a parlé à ses parents. Ils sont sortis, ils sont venus, ils n'ont pas trouvé le garçon, la maison était... Il y avait un lit, mais les voisins ont raconté que... une maison abandonnée. Oui, que les gens viennent de temps en temps et meurent repartent. Je tire de ça 2 leçons. Le rôle des parents, pour communiquer avec les enfants. De ne pas monter sur des motos. Et donc, j'ai déduit qu'il a dû droguer la fille, il a violé. Et malheureusement, les parents n'ont pas été aguerris. Bon, les parents qui n'ont pas d'éducation, ils réagissent que bon, écoute, on peut l'amener la fille directement à l'hôpital pour vérifier certaines choses. Après 1 mois, on y va, et puis après, ils se sont rendus compte que la fille était enceinte quand elle avait déjà 6 mois de retard. Ils disent, il y a un problème. Son ventre est en train de faire un jar. On va à l'hôpital, on voit qu'elle est enceinte, 6 mois. Il ne peut plus rien. Elle a accouché. Elle ne connaît pas de père. Elle n'a plus jamais revu le gars. Et c'est pathétique. Et quand elle m'expliquait, bon, j'étais tellement choqué. Maître, on va y aller un peu vite parce que le temps nous... D'accord. Donc après, c'est pour dire que des cas comme ça, on interpelle le parent sur son rôle. Il faut que le parent puisse encadrer l'enfant et l'accompagner. De 2. Maintenant, vous évoquez les dispositions à prendre pour éviter cela. La meilleure disposition, c'est la communication, c'est la pédagogie, le dialogue, l'éducation à la communication, à la tolérance avec les enfants. Et puis après, il faut porter une tenue correcte et décente. Il y a des parents qui laissent ses enfants s'habiller n'importe comment. Ce n'est pas bon. C'est comme un appât. Et ça aussi, c'est important. D'accord. Merci beaucoup, maître. Merci surtout de votre disponibilité et de toutes ces notions apprises aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.